C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui restent entre deux eaux avec des indices, actions en Europe ou aux États-Unis, qui restent canalisés ou en tout cas sur les niveaux que l'on connaît depuis plusieurs jours maintenant. Le CAC 40 tourne autour des 7200 points avec un biais plutôt positif ce soir à l'arrivée. 7230 points autour pour l'indice parisien. On notera quand même depuis quelques jours, depuis le début du mois de juin, une rotation d'intérêt peut-être dans le marché avec certains segments de marché très en retard qui sont en train de rattraper une partie de ce retard. On peut noter ainsi sur quelques jours, bien sûr, la surperformance des petites et moyennes capitalisations boursières par rapport aux grandes capitalisations aux États-Unis comme en Europe. On peut noter également la tentative de rebond des actions émergentes, des actions chinoises, là aussi, qui ont quand même lourdement rechuté au cours de cette année 2023. Le tout dans une ambiance très très calme avec une volatilité des marchés actions qui continue de s'écraser. Le VIX américain est à 14 désormais, qui est un niveau qu'on n'a plus vu depuis une paire d'années au moins. Et puis sur le marché des devises, on notera que le rebond du dollar qu'on observe depuis quelques semaines maintenant est peut-être en train de s'estomper avec un euro-dollar qui a franchi à nouveau la barre de 1,07 aujourd'hui. Du côté des banques centrales, on est à une semaine des prochaines décisions pour la Fed et la Banque centrale européenne avec une question très ouverte sur la pause signalée par la Réserve fédérale américaine. Est-ce que cette pause pourra être réalisée au cours du prochain meeting avec l'idée donc de maintenir un statu quo en matière de politique de taux? La question est très ouverte, d'autant plus que des banques centrales dites secondaires ont du mal à tenir la pause. On l'a vu en Australie en début de semaine ou encore hier avec la Banque du Canada qui maintenait un statu quo monétaire depuis le mois de janvier et qui est reparti de l'avant avec un nouvel ajustement à la hausse de ses taux directeurs annoncé hier au marché. Discussion à suivre avec nos invités en plateau dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous ferons un point sur la situation de l'immobilier, du crédit immobilier spécifiquement. La production de crédit immobilier a chuté de plus de 40% sur un an ces derniers mois, avec peut-être là aussi un début de stabilisation. C'est en tout cas ce que montrent les chiffres de la Banque de France sur le mois de mai. D'avril à mai, on a une stabilisation en séquentiel de la production de crédit qui sera confirmée sans doute par le cofondateur d'Artémis Courtage, Ludovic Usieux, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché, tendance, mon ami, chaque soir en ouverture d'émission à 17h avec vous, Alix Nguyen, et toujours cette ambiance sans grande conviction sur les marchés d'actions en Europe notamment. Et oui, sensible aux taux d'intérêt, les valeurs technologiques reculent. Le secteur automobile, les bancaires et les minières signent les meilleures progressions sectorielles. Et puis on remarque que les rendements obligataires restent orientés à la hausse. La zone euro est officiellement entrée en récession. Selon les chiffres Eurostat, le PIB a reculé de 0,1% sur chacun des 2 précédents trimestres. Plus exactement, 2 tendances se dessinent. La consommation chute assez lourdement partout en Europe, du fait de l'envolée de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Et puis l'Allemagne, plus exposée à la guerre en Ukraine, est l'un des pays les plus touchés. Autre statistique ce jour, aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté à 261 000. Dans le reste de l'actualité ce matin, les principales banques publiques chinoises ont abaissé les taux d'une série de produits de dépôt, une mesure destinée à soutenir la croissance du pays. Elle répond à une demande du pouvoir chinois et prend effet aujourd'hui. Et puis sur le marché américain, on reparle de l'action GameStop aujourd'hui, Alix, à l'occasion d'une séance particulièrement difficile pour les titres. Et oui, le distributeur de jeux vidéo chute après la publication d'une baisse de son chiffre d'affaires et de pertes trimestrielles plus importantes qu'attendues. GameStop a aussi annoncé le licenciement de son directeur général Matt Furlong et la nomination de l'investisseur Ryan Cohen au poste de président exécutif. Meta recule fortement suite à des informations du Wall Street Journal.
selon lesquelles Instagram facilite la vente et le partage de contenus pédopornographiques. L'action du Suisse Novartis progresse. La société pharmaceutique a déclaré que sa division de génériques sans dose, bientôt cotée en bourse, devrait étendre son pipeline et potentiellement générer 3 milliards de dollars supplémentaires de ventes nettes au cours des 5 prochaines années. Et puis, retour à Paris. Au premier semestre, Saint-Gobain vise une marge d'exploitation à 2 chiffres et confirme ses perspectives pour l'année. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance, les infos clés du jour sur les marchés à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Yves Maillot de nous accompagner également. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de YAM Capital et à nos côtés, en plateau, Christophe Dehondt, gérant obligataire chez CPR Asset Management. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous et ravi de vous accueillir autour de cette table pour... parler politique monétaire, peut-être pour commencer. Christophe, effectivement, on est à une semaine des décisions de la Fed et de la Banque Centrale Européenne, avec toute cette conversation de marché autour du concept de pause, un concept alors qui a été déjà passablement révisé depuis qu'il a été signalé par Jérôme Powell il y a un mois maintenant, au début du mois de mai, à l'occasion de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Un concept qui a été encore même peut-être un peu plus fragilisé depuis quelques jours, depuis hier notamment, quand on a vu la Banque du Canada, après plusieurs mois de statu quo, être obligé de repartir de l'avant en matière de restrictions monétaires. Oui, donc c'était un peu la surprise de début de semaine, cette remontée des taux au Canada, en Australie, avec des tensions qui se recréent maintenant sur les taux courts américains. On l'a vu avec le repricing des hausses probables la semaine prochaine sur la Réserve fédérale. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 30% de probabilité d'une hausse de 25 BP estimée par les marchés. Donc ça, ce serait pour la semaine prochaine, mercredi prochain, réunion de la Fed. Chez CPR, on pense que globalement, la Fed devrait être en statu quo, étant donné qu'on aurait plus d'informations pour la prochaine réunion qui se tiendrait en juillet. On aurait donc 2 chiffres d'inflation. L'inflation, ce sera aussi la semaine prochaine aux États-Unis. Et on aurait l'inflation de juillet, plus le rapport sur l'emploi de juin qui tomberait début juillet. Donc ça permettrait à la Fed d'avoir un peu plus d'éléments, sachant qu'en même temps, elle fait un quantitative tightening qui va être assez agressif en juin. Ça retire des liquidités du marché. Elle va peut-être se donner le temps de regarder un peu l'impact sur l'ensemble des marchés avant de continuer ses hausses de taux. Sur l'inflation, effectivement, alors le chiffre sera publié mardi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, début de semaine prochaine. Donc l'inflation du mois de mai, le rapport sur l'inflation du mois de mai aux États-Unis, pendant le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. On peut imaginer, avec les indicateurs avancés qu'on peut avoir, avec la logique d'effet de base aussi, que la tendance continue de marquer une étape à la baisse en matière d'inflation aux États-Unis. Mécaniquement, avec l'effet de base, on devrait avoir l'inflation globale qui continue de décroître. Ouais. Donc là, on est autour de 4,9%. Sur la publication du chiffre de mai, on devrait tomber autour de 4,2%. Maintenant, les inquiétudes, c'est effectivement si cette inflation décroît moins vite, ce que devra faire la Fed. Donc voilà, est-ce qu'elle va être un peu plus au quiche ou pas? C'est plus compliqué dans un contexte où l'inflation reste plutôt orientée déjà elle est au-dessus de cette target Banque centrale. La target est au-dessus elle est à 2%. On est largement au-dessus on est quasiment à 5%. Donc on va décroître. D'ici la fin d'année, cette inflation devrait continuer sa décrue et passer sous les 3%. Donc, aux États-Unis, on serait sous les 3%. Mais voilà, il faut aussi regarder l'évolution de l'inflation corps, hors alimentation et énergie. Et cette inflation corps met un peu plus de temps à décroître. Est-ce que c'est juste une question de temps à ce stade, Frédéric, ou est-ce que la question du niveau de restriction monétaire qui a déjà été embarqué, 500 points de base de hausse de taux en 14 mois pour la Fed, est-ce que cette question reste encore ouverte? En tout cas, sur les marchés, il y a une sensibilité, clairement. Il y a une sensibilité, vous l'avez évoqué, mais depuis 2-3 jours, on voit que cette interrogation suscitée par la réaction de la Banque centrale canadienne sur pause, pas pause, est-ce que s'il y a pause, est-ce que c'est pas 25 ou 50 derrière, ce genre de questionnements qui se sont rajoutés un petit peu,
a provoqué un petit mouvement quand même significatif depuis 2-3 jours sur les marchés américains notamment, mais un peu d'impact sur les marchés européens avec, oui, effectivement, peut-être que la croissance va tenir aux États-Unis, que les valeurs de croissance qui ont fortement monté, pas forcément compatibles avec une trajectoire encore de hausse des taux. Et ça a provoqué une rotation sectorielle, un virage à 180 degrés. On a vu, c'est assez rare quand même, la séance d'hier, elle était quand même assez particulière. Je n'ai pas souvenir d'avoir ce truc-là. On a eu, en gros, les 4 GAFA qui ont perdu entre 3 et 4%. Et le reste était plutôt stable. Ce qui est assez étonnant. Et d'ailleurs, les indices ne se sont pas non plus effondrés, alors qu'on avait quand même ces valeurs-là qui avaient fortement chuté. Donc ça montre aussi que tout le mouvement a été bien sûr impacté par l'intelligence artificielle, mais également par des anticipations sur les taux d'intérêt. Et voilà, c'est des réactions qui sont des réactions très court terme, honnêtement, qui peuvent être mises en cause dès la semaine prochaine. Mais on voit que ça, quand même, on a tendance à dire oui, est-ce que c'est vraiment important? Voilà, on sait que la trajectoire sera plutôt à la baisse des taux. Est-ce que c'est l'année prochaine? Oui. Quand on investit, c'est quelque part un détail sur le moyen long terme. Mais on voit quand même que ça a des incidences majeures quand même sur le marché, en tout cas sur le court terme. Oui, et puis ça montre que le schéma qui a prévalu jusqu'à présent, c'est l'idée de se dire que oui, la destination est peut-être une destination vers la récession ou un soft landing, etc. Non, mais ce voyage, de toute façon, ne prend que toujours plus de temps, d'une certaine manière. Et cette incertitude sur les banques centrales a provoqué quand même une discussion. Plus on avance, moins on a de certitude. C'est assez incroyable. C'est qu'aujourd'hui, vous avez autant de gens qui parient sur effectivement une récession que un truc un peu flat, ou légère croissance. Donc il y a une vraie incertitude qui est importante, honnêtement, dans nos métiers, parce que c'est pas du tout la même typologie d'investissement qu'on doit faire. Et c'est pour ça que je pense que le message qui sera adressé par la Banque centrale américaine, au-delà du fait 0,25, est-ce que c'est vraiment important, c'est peut-être aussi quelque chose qui va driver peut-être la deuxième partie de l'année sur ce qu'on doit faire réellement, et notamment sur le marché américain. Ouais. Bon, sur les politiques monétaires à ce stade, Yves, effectivement, alors c'est la petite histoire, c'est le petit bout de la lorgnette. Est-ce qu'il faut encore faire 25, se mettre en pause, rester en pause, combien de temps, etc. On sent bien en tout cas quand même qu'une grosse partie du chemin, si ce n'est l'essentiel, a été fait. Ça reste toujours valable aujourd'hui. Si on prend un peu de recul, c'est finalement une question assez accessoire. Oui. Alors au quotidien, à la semaine, effectivement, on voit des mouvements de balancier très très puissants, d'autant qu'on a eu sur le secteur technologique quand même des performances assez spectaculaires, en particulier sur certains titres. Donc ce qui vient d'être mentionné est assez logique aussi. On a des effets de rétro, de retour à une forme de moyenne ou de tendance, d'ailleurs, concernant les technologies, qui me semble toujours sur un trend très, très positif. Donc, si on prend un peu de recul, ce qui compte... Alors, les gérants à plus court terme sur le marché, les investisseurs sont tous un peu gênés. Il y a beaucoup d'inconfort parce qu'on sent bien la sensibilité, justement, pas seulement au niveau des taux et au niveau ou à la rapidité des tightening, enfin, de tout ce qui concerne la politique monétaire, mais surtout à la perception qu'a le marché de ce que pourraient faire ou comprendre les banques centrales. Et force est de constater que depuis 2 ans, ils ont été quand même systématiquement et notoirement à contre-temps. Donc on se dit, est-ce qu'une erreur de politique monétaire, en tout cas des actions de politique monétaire qui seraient encore un petit peu trop tardives dans le cycle, vont pas perdurer et finalement générer des mouvements de marché de retour dans l'autre sens un peu trop brutaux. Voilà. Et donc, il faut gérer avec ça quelque part. Mais l'erreur à ce stade, c'est quoi, Yves? L'erreur, ce serait d'être trop frileux d'enclencher un 25 BP la semaine prochaine ou en juillet, ou l'erreur, ce serait de rester un peu dans le biais de confirmation des derniers mois, de se dire non, mais c'est l'inflation toujours, la lutte contre l'inflation doit prévaloir sur tout le reste, et ce serait quoi l'erreur à ce stade-là? Écoutez, je vais vous décevoir, Grégoire, j'en sais rien, parce que justement, moi aussi, je suis dans l'inconfort. Hein. Est-ce que l'inflation structurelle qui s'est enclenchée il y a 1 an va perdurer? Dans quelle amplitude, etc. C'est assez compliqué en l'état actuel des choses. On voit un net mouvement de décélération de l'inflation et qu'on peut se dire qu'à horizon 12 mois, il est logique que les banques centrales fassent une pause. Voire
si l'activité économique commence à donner des signes un peu plus négatifs, comme ça commence à être le cas, de commencer à baisser un peu la garde. Bon, pour l'instant, c'est pas tellement le discours qu'on a eu, en particulier de la BCE, qui elle-même est partie très en retard. Il faut se souvenir que tout ça n'a démarré qu'il y a moins d'un an. Oui, non, mais bien sûr. Donc voilà, on est dans ce... Bien sûr. Voilà. Tout va très très vite, le marché est un animal très rapide, etc. Mais... Moi, je suis personnellement un adepte des politiques de monnaie plutôt fortes, mais on est allé très très loin depuis 15-20 ans. Donc là, il s'agit de gérer aussi une conjoncture et de ne pas faire n'importe quoi à contre-temps. Donc voilà un peu la problématique. Et il faut essayer de deviner ce que vont faire de bien ou pas bien et de ce que va être la teneur du discours. C'est aussi ça, le challenge du marché à plus court terme. Voilà. Après... les fondamentaux sont là, les tendances fondamentales, les tendances sectorielles, changement de technologie, tout ça. Mais là, c'est sur un temps beaucoup plus long. Et Oui, même si beaucoup se joue dès aujourd'hui sur ce thème nouveau de l'IA générative. Sur la partie européenne, Christophe, on a vu, et ça a marqué quand même les esprits, la publication des estimations d'inflation pour le mois de mai en zone euro, avec là une vraie marche à la baisse, qui était pris comme un signal évidemment encourageant de ce point de vue-là. Du point de vue des autorités monétaires, Christine Lagarde, on veut certainement pas décrire ce point d'inflation comme le début d'une tendance. Mais quand on est gérant obligataire, quand on est dans le marché et qu'on n'a pas forcément la même retenue de parole que les banques centrales, est-ce que oui, c'est le début d'une tendance désinflationniste en Europe ? La Banque Centrale Européenne a commencé à ralentir ses hausses de taux. Donc, elle était à 50 BP ou 75 BP, elle est passée à 50, 25. Donc maintenant, pour la semaine prochaine, il n'y a aucun suspense. Le marché s'attend à quasiment à 100% de probabilité d'une hausse de 25 BP, donc elle sera actée. La question va venir pour les prochaines séances. On pense que globalement en juillet, il devrait y avoir 25 supplémentaires. C'est à peu près le discours de Lagarde. Elle pense qu'il y aura encore de hausse avant de se donner du temps pour voir est-ce qu'elle continue ou pas les hausses de taux. Donc ça, c'est un premier point. Le marché l'a complètement intégré, donc il n'y a pas beaucoup de surprises. La surprise viendrait plutôt du retrait de liquidité qui va commencer là, à partir du mois de juin, avec les 27 milliards de non-réinvestissement des titres arrivant en échéance. Donc ce retrait de liquidité, on l'a en Europe, et on l'aura aussi aux États-Unis. Oui. Donc, on a été habitué ces dernières années à avoir un océan de liquidité avec des banques centrales qui mettaient sur la table à chaque fois à peu près 100 milliards par mois de liquidité. Aujourd'hui, on va avoir ce retrait de liquidité qui va peut-être avoir un impact plus fort que juste 25 BP de hausse. Si on prend la liquidité banque centrale offerte par les 3, 4, 5 plus grandes banques centrales du monde, finalement, jusqu'à il y a quelques mois, je ne dis pas qu'il y avait beaucoup plus de liquidité, mais en tout cas, il n'y avait pas vraiment de retrait de liquidité. Non, il n'y avait pas de retrait. Là, le gros retrait va venir des États-Unis avec les émissions de T-bills, les titres courts américains, où on devrait, le Trésor va essayer de reconstituer son compte auprès de la Réserve fédérale, et c'est à peu près 400 milliards qui vont être retirés du marché de la liquidité, 400 milliards de liquidités qui vont être retirés du marché en juin. Et si on regarde à peu près le planning d'émissions jusqu'à la fin 2023 aux États-Unis, il y a à peu près encore sur le deuxième semestre, à peu près 700 milliards de liquidités qui risquent d'être... de T-bills qui vont être émis, donc de la liquidité qui risque d'être retirée. Alors c'est une bonne partie de ces émissions, c'est tout ce qui n'a pas pu être émis par le Trésor, justement, depuis le début de l'année avec le plafond de la dette. Mais c'est vrai que ça crée quand même une situation de déluge d'émissions dans un temps assez raccourci. C'est assez inédit, visiblement, de ce point de vue-là, Christophe. Donc, c'est une forme d'expérience au regard du calendrier, de l'appétit que pourraient avoir les investisseurs par rapport au prix proposé, aux rendements qui vont être proposés sur ces papiers. Ça passe facilement, ça peut être compliqué, ça peut créer un peu de stress et des poches de stress spécifiques. En début de semaine, ça s'est plutôt bien passé parce que les titres émis avaient des taux de rendement qui étaient supérieurs au taux de refinancement auprès de la Fed. D'accord. Donc ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, à voir comment vont se passer les suivants, les prochaines émissions. Et là, c'est l'incertitude la plus totale parce que à un moment donné, on va se demander à combien va être refinancé le Trésor. Et là, ça va être un vrai sujet, sachant que ces liquidités viennent retirer de la liquidité auprès des petites banques, essentiellement. Oui, c'est ça. Et on a vu, justement, en février, les secousses qu'on pouvait avoir sur le marché.
C'est-à-dire que voilà, on a un peu, enfin on n'a pas oublié, mais c'est moins présent dans l'actualité quotidienne de marché, effectivement, le stress bancaire. Mais là, il y a un vrai sujet ou un vrai risque de remettre une pression sur les banques régionales, sur les dépôts des déposants dans ces banques. On risque effectivement d'avoir un retrait de liquidité sur les banques les plus fragiles. Ouais. Frédéric ? Je pense au gérant qui a 15 ans d'expérience, qui a peut-être jamais connu contraction des bilans de banque centrale. Bah, Donc, je ne savais pas que c'était possible. Il faut que ça arrive, effectivement. Ça, c'est la grosse incertitude, parce que les bilans sont tirés comme jamais, et qu'on n'a pas d'expérience un peu de Japon sur qu'est-ce qu'un bilan. Alors, il y a eu des petites tentatives, mais là, vu l'ampleur du resserrement... Il y a beaucoup d'événements qui vont se conjuguer, les réductions de bilan passifs vont augmenter, etc. Donc ça va être... là, pour le coup, ça va être... Je ne vais pas dire que ça va être marrant, mais il va falloir un peu comprendre un peu comment ça fonctionne réellement. Parce que autant on a eu des mouvements sur les taux globaux, on a eu des bilans qui se sont alourdis de manière... global. Maintenant, si tout le monde resserre au même moment, c'est vrai que c'est un vrai questionnement, parce que honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça peut se passer. Je n'arrive pas à comprendre, par exemple, sur les marchés interbancaires, quelles conséquences ça peut avoir. Est-ce qu'on va pas avoir des poches de stress à un moment donné? C'est typiquement, on va tester. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a vu par le passé, que ce soit en Angleterre aussi, quand il y a eu des mouvements de politique un peu incontrôlés, on a vu que ça avait stressé, qu'il a fallu 24 heures, 48 heures pour remettre un peu les choses en ordre. Donc peut-être qu'on aura effectivement pendant des trucs qui ne vont pas passer à un moment donné, des stress, des banques qui n'arrivent pas à se refinancer sur court terme, on se prêtera peut-être plus entre nous. Et ça va générer de la volatilité sur 24 heures, 48 heures. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir ce genre d'accident dans les prochains mois. Bon. C'est pas dramatique, hein, mais ça peut provoquer aussi des pauses ou un reconditionnement du resserrement monétaire. Mais c'est un bon argument pour la Fed dans l'idée d'une pause. Tout à fait. Se dire, attendez, on va quand même voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe, et puis si ça fonctionne, on continue. Oui, parce que c'est ce que vous disiez, Christophe. Enfin, ces retraits de liquidités, ça équivaut, on peut les mettre en équivalence avec, je sais pas, 25, 50 BP de hausse de taux supplémentaire, peut-être. C'est ça l'idée. Oui, et puis on voit que l'impact de février sur SVB a eu comme conséquence un resserrement des conditions de liquidité. Maintenant, ça reste d'actualité. C'est beaucoup plus difficile pour les entreprises et pour les ménages d'avoir des prêts auprès des banques. Donc, tout ça devrait s'amplifier, en fait. Le resserrement des conditions de crédit va continuer. Oui. Ce qui est l'objectif. Oui, bien sûr. Non, mais si. Voilà. Après, il faut que ce soit le plus ordonné possible. Oui. Évidemment, c'est le but pour les banques centrales. Mais la politique monétaire passe par, un moment, la restriction du crédit. Sachant que lorsqu'on a vu l'événement de février avec SVB, l'impact sur les taux a été assez costaud quand même. Donc on a eu un mouvement aussi bien à la baisse des taux et des mouvements de courbes qui ont été assez violents, aussi bien sur les US que la zone euro. Donc en fonction de comment ça va évoluer, je rejoins tout à fait Frédéric, on n'a pas trop d'idées de... mais... Et le marché price déjà avec sa courbe des taux aux US qui est totalement inversée entre le 2-10 ans. On a quand même un pricing qui est quand même assez fort pour se dire on va vers une récession, même si Jérôme Powell n'a pas l'air d'y croire. Non, il l'a dit effectivement il y a encore un mois. Il endosse personnellement l'idée qu'on peut encore éviter la récession, qu'il y a peut-être une probabilité supérieure qu'il n'y ait pas de récession, une probabilité d'avoir une récession. Bon, après, il faut définir les horizons, etc. Il y aura forcément un jour à nouveau une récession. On le voit d'ailleurs en Europe, on n'est pas à l'abri, à travers le jeu des révisions, d'avoir techniquement des PIB un peu négatifs. Est-ce que ça fait pour autant une récession? Ou en tout cas, est-ce que ce qu'on observe en zone euro, sous l'effet des révisions et de pays spécifiques, l'Allemagne bien sûr, mais l'Irlande aussi, la volatilité du PIB irlandais liée aux recettes fiscales est quand même majeure dans cette histoire de révision du PIB zone euro. Est-ce que sur le plan macro, c'est l'idée d'une récession? Est-ce que ça change la lecture macro qu'on avait de la zone euro jusqu'à présent? Non, et puis en même temps, on évoquait la Chine qui desserrait un peu ses conditions. Oui. Donc on peut avoir une zone qui ralentit un peu. Alors est-ce qu'on va être à 0, moins 0,10 sur la croissance ou aidé par les pays qui desserrent en ce moment? Donc
On peut avoir un transfert de croissance temporaire et puis avoir une tenue de l'économie mondiale qui tient plutôt bien. Le dollar qui remonte depuis le mois de mai, depuis le moment où Jérôme Powell nous a signalé l'idée d'une pause, on voit le dollar qui rebondit. Alors c'est toujours un sujet intéressant. Ça l'est peut-être particulièrement en ce moment. Je ne sais pas, Yves, il y a une réflexion, un commentaire particulier sur ce qu'on a pu voir. Monter en particulier contre l'euro, qui est une zone qui, comme on vient de le dire, alors peut-être pas récession, mais enfin bon, on a sur le premier trimestre une baisse du PIB, ce qui n'est pas du tout le cas encore aux États-Unis. Donc rien que ça peut expliquer cette fermeté du dollar. Je ne vois pas tellement d'autres raisons non plus. Il y a eu aussi le phénomène de stress très ponctuel qu'on a eu au cours du premier trimestre. Qui, on le sait, favorise aussi toujours le billet vert. Voilà les explications. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, ça peut paraître un peu étrange, effectivement. Devant nous, il y a des facteurs qui plaident plutôt pour une baisse du dollar ? Voilà. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent pour les raisons mentionnées. Voilà. Il y a un petit contre-pied quand même depuis quelques semaines sur l'idée de la grande baisse du dollar, avec la pause de la Fed, qui débouchera à un moment sur des baisses de taux, etc. Enfin, tout ça a été un peu mis entre parenthèses. Mais si vous vous souvenez, la dernière fois que je suis venu ici, c'était un sujet d'ailleurs sur le dollar, trajectoire du dollar, et je plaidais effectivement pour un rebond tout court terme sur du dollar. Parce que c'est des cycles, on connaît très bien le mode de fluctuation du dollar, c'est pas nouveau, et qu'on a un point pivot qui doit tourner aux alentours de 1,15, 1,17. Donc là, on a des facteurs techniques qui sont liés à des différentiels de croissance, qui sont liés aussi peut-être à des anticipations sur les taux d'intérêt. À noter par exemple qu'il y a des monnaies comme la livre aussi, parce que la trajectoire de remontée de taux est peut-être plus forte encore au niveau de la BOE qui remonte aussi. C'est vraiment une faiblesse. Par contre, on voit bien que c'est très désordonné les devises. Vous voyez ce qui se passe en Turquie, par exemple. Il y a des fluctuations. Un crack, c'est un vrai crack sur la lire turque hier. Oui, j'ai l'impression que c'est tous les 10 ans. Oui, non, mais c'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de bouleversement sur les monnaies. On essaie de trouver un point d'équilibre. On semble quand même s'être un peu stabilisé autour de l'euro-dollar malgré la remontée Là, c'est ce que je dis depuis quelques jours. Là, on sent quand même des intérêts un peu différents dans le marché, peut-être. Voilà. Puis après, il y a ce spectre de la dédollarisation sur lequel on amplifie un petit peu parce que ça donne un peu de littérature. Honnêtement, je pense qu'il faut être honnête. Je pense qu'on n'a pas vraiment d'idée de la trajectoire. La tendance voudrait que dans le cycle, on soit plutôt sur une faiblesse du dollar vers un 15, un 17, qui sera à peu près la trajectoire de la PPA, la parité des pouvoirs d'achat. Voilà, ça aussi, c'est pas, tant qu'on reste dans cette facteur-là, c'est pas très gênant. Après, on est dans une phase électorale aux États-Unis aussi, où on l'a vu avec Trump, c'était souvent des sujets de discussion sur force ou faiblesse du dollar, sachant que Trump à l'époque avait changé 2 fois d'avis. Donc, on savait plus trop à un moment si c'était pour le dollar fort. Il le savait pas lui-même. S'il fallait faire baisser le dollar. Donc c'est pas un sujet majeur parce que je pense honnêtement que ça devrait être contenu entre 1,05 et éventuellement 1,15. Voilà, le gros mouvement a été fait déjà sur le dollar. C'est un sujet canalisé là, cette histoire du dollar pour vous aussi, Christophe, chez CPR. Chez CPR, on a 2 scénarios de ralentissement modéré de l'économie, où les banques centrales montent leur taux de 25 BP en Europe, et puis une pause du côté de la Fed. Et là, on a un dollar qui se maintient plutôt autour de 1,10. Donc, avec ce qu'on voyait début mai. C'est un autre scénario central, 70% de probabilité. Okay. Et le scénario plutôt de risque, c'est le fait que l'inflation tienne un peu plus, que les banques centrales aille un peu plus loin dans la remontée de taux. Et là, on a une appréciation du dollar, donc un scénario à 30%, le dollar revient à 0,5. D'accord. Donc à 3 mois, on a... je comprends. Mais tout dépendra des données, effectivement, de ce point de vue-là, et des décisions de banque centrale. Dans le scénario adverse, l'idée, c'est les banques centrales sont obligées d'aller plus haut encore que prévu. Plus les banques centrales vont haut, plus le risque économique est important à l'arrivée, c'est ça ? Exactement. D'accord. Le ralentissement va être un peu plus rapide. Plus sévère. Voilà. OK. Et c'est 70-30 ? 70-30. C'est ça. C'est tranché quand même, oui. C'est pas... Il y a un vrai scénario central. Il y a une vraie conviction. Oui, il y a une vraie conviction à 70% là-dessus. Allons-y sur la tech. Yves,
l'intelligence artificielle générative, donc, qui connaît un buzz, un battage médiatique, comme ça arrive régulièrement. C'est ce qu'on se disait avant de commencer. L'IA n'a pas démarré à l'automne dernier avec ChatGPT, mais il y a cet effet de médiatisation, d'appropriation par le public, avec une vitesse d'adoption de l'outil qui n'a jamais été vue dans l'histoire, etc., etc., etc. Et évidemment, ça se retrouve en bourse à un moment ou à un autre. On est dans ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont le marché cristallise cet enthousiasme que seul le marché boursier peut nous apporter? L'essentiel est dit, là, Grégoire, mais c'est vrai que la caractéristique de ce qui se passe depuis quelques mois, on en avait déjà, je me souviens, parlé il n'y a pas longtemps sur ce plateau, c'est que les choses vont très très vite, encore plus vite que sur les révolutions technologiques, petite révolution, mais précédentes, en particulier Internet, et même toutes les petites révolutions techniques qu'on a connues entre-temps. Et là, la perception du public, elle est dans le vécu quotidien de beaucoup de gens, en tout cas, qui intègrent dans leurs outils professionnels, dans leurs travaux de tous les jours, des professionnels qui intègrent sur des applications spécifiques l'intelligence artificielle, les grands de la technologie, du software qui l'intègrent dans leurs offres. Et donc, on a une vitesse d'adoption, effectivement, comme on n'a jamais eu jusqu'à présent. Donc, le phénomène de début de bulle, on va parler comme ça, qui se matérialise sur les valeurs boursières liées de près ou de loin côté matériel ou côté technologie software, évidemment, est d'autant plus justifié que tout ça prend un caractère très très rapide et très universel. Voilà, donc tout ça me semble aller finalement répondre à une grande logique. Ouais. Alors jusqu'où Et quand vous dites début de bulle, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est un thème qui va prendre beaucoup d'ampleur, qui va embarquer beaucoup plus de secteurs que simplement les chips Nvidia et quelques valeurs autour. C'est début de bulle, ça veut dire qu'il y a un élargissement de la bulle devant nous? Je dis début de bulle parce qu'on a vu les valeurs, les sociétés les plus impliquées connaître des taux de progression hyper rapides. Après, est-ce qu'elles sont survalorisées eu égard à la croissance On sait plus, et au gain de productivité? Ça, c'est très compliqué de le dire. J'ai tendance à penser que non. Mais c'est la vitesse de progression, d'autant qu'il faut quand même se rappeler, revenir quelques mois en arrière. On a des marchés financiers, des marchés actions qui ont commencé à fortement rebondir à partir octobre-novembre. C'est finalement pas si loin, c'est il y a 6 mois, dans un contexte où les valeurs technologiques avaient connu leur plus mauvaise séquence semestrielle depuis très longtemps. Donc là, on a un phénomène de rattrapage qui est d'autant plus fort qu'on rentre aussi, on a la perception de ce phénomène de changement. Après, je dirais que la logique, c'est qu'on rentre vraiment en phénomène de bulle, c'est-à-dire de survalorisation trop rapide, comme on l'a connu. En mémoire très précisément ce qui s'était passé il y a plus de 20 ans avec Internet, où finalement, il a fallu attendre après pas mal d'années avant que la réalité perçue et anticipée par les valorisations boursières se retrouve dans la vraie économie. Et l'économie et les utilisations de tout à chacun, qui sont même allés au-delà de ce qu'on anticipait à l'époque. Oui. Voilà. Et donc la logique, c'est qu'on aille même encore beaucoup plus loin sur les Nvidia, les Palantir, etc. Enfin, toutes ces... Oui, sachant que pour ces boîtes-là, contrairement au .com, Nvidia... c'est pas une promesse à 10 ans de chiffre d'affaires. C'est là, dès maintenant, le chiffre d'affaires du T2, c'est 30 à 50% de plus que ce qu'on pouvait signaler il y a 3 ou 6 mois. C'est pour ça que je n'ai pas aujourd'hui la sensation qu'on est dans quelque chose de délirant, bien au contraire. Alors je me souviens qu'il y a 20 ans, on parlait d'Internet, la société XY, le distributeur, parce qu'il commençait à dire qu'il allait fabriquer son site et peut-être un jour vendre sur Internet, c'était l'envolée boursière. On était déjà dans le... On était comme Musk avec Mars, alors que là, effectivement, on y est déjà sur Mars. Puis je sais pas, je trouve que le marché garde la tête froide là. Comme on avait eu le communiqué de Carrefour sur la blockchain, nous disant qu'ils utilisaient la blockchain dans la chaîne logistique, ce qui n'a évidemment rien changé au modèle d'affaires de Carrefour. Carrefour publie ce matin le même communiqué pour nous dire qu'ils utilisent, mais ils ont raison de le faire, c'est pas du tout une critique. Ils nous disent qu'ils utilisent l'IA générative, ChatGPT, dans les robots conversationnels qui peuvent avoir avec leurs clients pour aider à faire nos courses, aider à trouver une recette, etc. Le titre Carrefour prend pas 15% sur ce communiqué, vous voyez ce que je veux dire? Il y a le marché quand même... Peut-être parce que justement, c'est pas du rêve, c'est de la réalité.
Précisément. Ouais. Et on peut le percevoir comme ça. Donc c'est aussi peut-être la différence. Voilà. Donc c'est vrai que le terme bulle est peut-être, en tout cas aujourd'hui, inadéquat. Début d'une bulle. Oui, parce qu'il y a le phénomène quand même d'exagération. Encore une fois, Oui. c'est le marché Ça a été boursier vite. par nature peut avoir ce genre d'enthousiasme. Et le fait qu'on soit sur le thème semi-conducteur aujourd'hui, oui, c'est un thème sur lequel on peut rester positionné, selon vous. Oui, mais alors il faut vraiment là faire du stock picking, parce qu'on D'accord. sait tous qu'on a des fabricants qui ont des spécialités Ouais. sectorielles et que ce que vend ST Microelectronics, même si c'est un très beau groupe, ne correspond pas du tout à ce qu'on recherche quand on parle des applications liées à l'intelligence artificielle générative. Et là, c'est vrai qu'on a un acteur qui est, lui, pour l'instant, positionné, et c'est quasi le seul. Donc, on est dans une segmentation de l'offre qui est très particulière. Bon, Frédéric, vous en avez, comme tout le monde, connu des engouements de marché. Est-ce que celui-là est différent? Non, mais c'est un thème quand même qui... on comprend que c'est un thème peut-être plus profond, que c'est un thème aussi de long terme, qui peut générer des transformations dans nos modes de travail, qui sont déjà perturbés depuis 2-3 ans. Donc on a l'impression que c'est quand même un vrai thème qui s'installe, avec ce que ça implique en termes d'univers d'investissement, de gagnants, de perdants, sectoriels, etc. quoi. Ouais. Et en début d'année, quand je suis venu ici, j'ai dit il n'y a qu'une chose à faire sur les marchés américains, c'est les technos, et notamment les GAFA. Par contre, j'avais... Oubliez Nvidia. Non, c'est pas ça. J'avais pas imaginé 30 secondes que ça allait être aussi violent, aussi rapide, et qu'on allait trouver quelque chose d'aussi fort. Chez un confrère, j'avais dit, le jour où on parlera de l'intelligence artificielle dans une lessive, c'est que là, on sera vraiment dans le mode bulle. Vous voyez, Carrefour, on n'en est vraiment pas très très loin. La grosse différence, c'est lorsque parler d'intelligence artificielle pour les grands acteurs. Alors, je vais vous donner quelques noms pour moi qui sont les plus évidents. Bien sûr, Microsoft, Alphabet, Amazon, Adobe, Salesforce. Ce sont des gens aujourd'hui qui, finalement, qu'apporte l'intelligence artificielle si ce n'est une optimisation de produits déjà existants, une customisation de choses déjà rentables et déjà déployées. Quand on parlait de .com, je parlais des introductions à l'époque, PèreNoël.fr qui voulait révolutionner... Comment ça s'appelait PèreNoël.fr. PèreNoël.fr. Qui voulait révolutionner la distribution et tout ça, ça pesait sur le marché mondial. Là, on est sur quelque chose de concret. On est sur des acteurs qui... les GAFA ont grosso modo 100 milliards de cash, toutes quasiment 100 milliards de cash. Elles ont des modèles hyper rentables et l'intelligence artificielle va rajouter de la rentabilité sur quelque chose de déjà existant. Donc, définir ce que c'est qu'une bulle, c'est beaucoup plus complexe. Parce que là, c'est pas un chiffre d'affaires a priori, c'est quelque chose d'existant. On le voit immédiatement avec Nvidia. Donc, ce qu'on a découvert avec l'intelligence artificielle, c'est bien sûr le véhicule qui va nous faire une exagération boursière. Ça peut effectivement nous propulser sur des niveaux relativement élevés. Il ne faut pas négliger ce mouvement. Là, ce qu'on a vu, c'est effectivement une hyperconcentration de la performance, 10 valeurs qui font le S&P. On le voit graphiquement, 10 valeurs cumulées, c'est fait pile poil la performance du S&P. Ça peut nous emmener très loin, ce truc-là. La crainte majeure, c'est que ça entraîne des gens qui n'ont rien à y faire. C'est ça peut-être le plus gros danger, parce que l'intelligence artificielle, ça demande énormément de CAPEX. On sait très bien qu'il y a une prime à l'existant, à celui qui en avance, et ceux qui vont se mettre après, qui vont rater un petit peu le virage, risquent d'être embarqués quand même, boursièrement parlant, puis là, ça va faire des dégâts. Donc c'est ça le plus gros danger. Il faut être, je pense, toujours être extrêmement sélectif, de ne pas se tromper comme on l'a eu avec le blockchain, où effectivement, on a vu des entreprises qui s'appelaient blockchain ou qui... Et je vois pas cette dérive, justement. Je trouve que le marché, encore une fois, exagère beaucoup, mais sur une poignée d'acteurs où c'est très légitime. C'est exactement ça. Et il n'y a pas derrière, même sur les softwares ou les logiciels, c'est un vrai débat. Mais un titre, encore une fois, comme Capgemini, ça fait des mois que le titre baisse. Plus le buzz IA monte, plus ces boîtes-là sont attaquées. Est-ce que le marché se dit, attends, je suis pas sûr que ces boîtes-là vont être tout de suite gagnantes, ou ça va prendre du temps, il va falloir changer les modèles de ces entreprises avant que peut-être elles en profitent pleinement. Souvenez-vous, il y a 2-3 ans, le métaverse, c'était l'inverse. Ben ouais. Le métaverse, je ne veux pas parler de Cathy, elle a fait son buzz là-dessus, Cathy Wood, oui. Les Roblox, vous parlez de GameStop et tout ça. Bon, bref, il s'est passé énormément de choses et on prenait des acteurs, à l'époque déjà comme Nvidia, qui
avaient du business et qui n'ont pas besoin du métaverse pour exister, et des entreprises qui structurellement ne peuvent pas gagner d'argent. Et on a pris tout ça, alors aussi parce que les taux d'intérêt étaient à zéro. Ça aide aussi dans l'investissement. Eh oui. La prise de risque Eh oui. aide effectivement à aller chercher même les nanars. Là, le marché, les taux étant beaucoup plus élevés, on est naturellement beaucoup plus sélectif dans notre façon de gérer. L'intelligence a été provoquée par le contexte monétaire qui nous impose d'être hyper sélectif, et notamment parce que la rentabilité, par exemple, du S&P versus les taux d'intérêt est plutôt négative. Donc, ça nous impose dans la sélection des actions d'aller chercher les entreprises qui génèrent du cash flow, qui ont un bilan solide, et même sur des thématiques fortes. Le plus gros danger, c'est quand des types Roblox ou des choses comme ça partiront à la hausse sur quelque chose où elles n'ont rien à faire. Voilà. On en est vraiment très très loin pour l'instant. Non. Mais attention à la puissance de ce genre de thème. Beaufort rappelait que pour faire péter la bulle .com, ce qui a fait exploser la bulle .com, c'est 4% de taux réel. Ça a été 3% de taux réel pour la bulle des subprimes. Les cryptos, ça a commencé à bien caler. FTX, on avait déjà 250 points de base de hausse de taux. Là, on a quoi 1,5 de taux réel aux États-Unis. Donc, vu la puissance du thème, il a fallu 4% de taux réel pour la bulle Internet. Absolument, on n'est pas... On est loin, vraiment, on est loin de ça. Et ce qui peut provoquer encore 10%, par exemple, sur le Nasdaq de hausse, ça ne serait pas illogique, honnêtement. Ce risque existe. Oui, ça risque pour ceux qui ne sont pas. Non, mais un risque à la hausse, oui. Oui, en l'occurrence, il y a des positionnements qui sont encore vendeurs sur le marché. Comment on peut imaginer la fonction de réaction des régulateurs sur cette technologie IA générative? On a vu déjà beaucoup de prises de parole publiques, de tribunes, etc. Londres veut organiser le premier Global Summit sur cette question de la safety, de la régulation de l'IA. Dans un monde où tout va plus vite, Yves. Je ne sais pas trop, Grégoire. Enfin, c'est ce que je peux dire, peut-être d'intelligent, je ne suis pas sûr, mais c'est que j'ai l'impression que le sujet est tellement énorme, tellement game changer, qu'évidemment, ça fait peur à tout le monde et tout le monde veut s'en emparer. Alors, la réaction naturelle, c'est d'organiser des grands symposiums, conférences, etc., rassemblés pour essayer de... Et puis, il y a la réponse industrielle où les acteurs présents, ceux qui sont positionnés, essayent de ralentir les autres. Enfin, on a vu les déclarations de Musk, etc., en disant... stop, parce qu'il a bien vu qu'il avait du retard. Il était même dans le projet initialement il y a quelques années. Et puis ceux qui ont pris de l'avance, essayer de ralentir de potentiels concurrents. Bon, ça, c'est la position de l'industriel. Pour le reste, je pense que c'est encore un peu la panique de ce point de vue-là. Enfin, la panique dans le sens où qu'est-ce que tout ça va pouvoir donner? Comment on va essayer de contrôler ça? Parce qu'évidemment, tout ça part d'initiatives privées. Alors, ça demande d'énormes moyens, comme ça a été dit, et on sent bien que là, on est dans un monde où on veut tout réguler, mais tout est compliqué à réguler. Et encore plus, quelque chose qui va réfléchir de plus en plus à notre place, justement. Donc, je ne sais pas répondre à la question. Je pense que personne ne peut, mais voilà un petit peu, moi, ce que je peux en dire. Non, mais on voit que la régulation d'Internet est arrivée assez tardivement. Il y a quand même cette idée très américaine de dire, allez, il y a le laisser-faire, il faut que ça prenne son envol, son essor, il faut que cette technologie grandisse, que les usages arrivent. Et puis, un jour, on a... Bon, sauf que quand les groupes font 2000, 3000 milliards de capi, qu'ils ont une empreinte mondiale vertigineuse, c'est plus compliqué de venir dire, on va vous réguler. On voit qu'avec les cryptos, visiblement aux États-Unis, non mais la fonction de réaction est déjà un peu plus rapide. Les cryptos existent depuis quelques années, mais il y a quand même en ce moment même d'ailleurs une campagne assez offensive tout de suite. Oui. Alors la régulation sur les cryptos aux États-Unis me semble, enfin le sujet me semble d'une autre nature en fait. Il est spécifique à l'environnement américain. Il est d'abord parce que le débat juridique sur qu'est-ce qu'un actif numérique n'a pas été tranché. Est-ce que c'est une valeur mobilière ou pas? C'est un débat presque de droit boursier. Qu'est-ce que c'est? De ce point de vue-là, l'Europe a pris l'avance. Elle a défini ce qu'est un actif numérique. Ce qui permet, il y a plein de problèmes, et permet déjà de résoudre la question. Alors qu'aux États-Unis, non. Pour des raisons avouables, inavouables, on est dans un imbroglio juridico-politique d'ailleurs. En fait, toute cette affaire a beaucoup de ramifications. Donc là, c'est très compliqué.
je distinguerai les éléments d'évolution des technologies, ce qu'on peut en faire et puis ce qui se passe sur les plateformes crypto aux États-Unis. Christophe, pour finir avec vous, est-ce que l'IA générative sera ou non inflationniste? Est-ce que c'est un game changer pour la productivité? Je ne sais pas si vous avez des réponses là-dessus, avec plaisir, mais est-ce que c'est une conversation qu'on aura un jour, notamment dans les marchés obligataires, au sein des banques centrales? Je pense que les banques centrales regardent ce genre de choses, parce que si forcément ça rajoute de la productivité, ça rajoute de la valorisation action, et ça évite d'avoir plus rapidement une correction boursière et d'avoir à agir plus rapidement. Donc ça veut peut-être dire pour les banques centrales des taux qui resteront sur un plateau plus longtemps. Si le Nasdaq continue de prendre 10% tous les mois, effectivement. Non, mais le chiffre qui a été donné, et on est toujours dans l'exubérance, c'est 7 000 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires générés par l'intelligence artificielle. Donc c'est en gros le PIB de la France et de l'Allemagne cumulés d'ici 2030. Si c'est la réalité, il n'y a aucune raison que le marché s'arrête. Si c'est vraiment ce qu'on doit arriver sur l'intelligence artificielle, il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. Bon, de toute façon, le marché ne va pas s'arrêter. Non, mais pas de monter ou de baisser, j'en sais rien, mais le marché ne va pas s'arrêter. Voilà, il y a du potentiel si on applique effectivement ce genre de valo. Bon, restons sur ces perspectives incroyables à 10 ans devant nous. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Frédéric Rosier, Mirabeau, Christophe Dehondt, CPR Asset Management et Yves Maillot, YAM Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier à travers notamment le prisme du crédit immobilier. Et le cofondateur d'Artémis Courtage, Ludovic Usieux, qui est avec nous en plateau pour dresser un état des lieux de la situation. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. J'ai vu passer les chiffres Banque de France pour le mois d'avril sur la production, l'origination de nouveaux crédits. Chute du crédit de 40% et plus, on le rappelle quand même, qui semble être en train de se stabiliser entre mars et avril. Est-ce que c'est une observation que vous constatez également, Ludovic ? On l'espère, on espère avoir touché les plus bas et être en forme un peu de plateau. C'est une toute petite augmentation par rapport au mois de mars qui avait bien dévissé. Et vous l'avez rappelé en introduction, c'est une baisse de plus de 40% par rapport à avril 2022. Oui, oui, quand vous dites un plateau, c'est même plutôt un plancher, quoi. C'est ça, c'est le fond du trou, le fond de la cuvette. Ouais. On est d'accord. Qui est exclu là complètement aujourd'hui? Qui sont les catégories qui n'ont vraiment plus accès au crédit? Comment ça fonctionne chez vous? Est-ce qu'il y a encore, et ceux qui ont accès au crédit, qui sont-ils? Quels sont leurs profils? Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les exclus du crédit sont un peu tous les profils, avec des profils moins favorisés comme les primo-accédants ou les emprunteurs un peu plus âgés qui ont un taux d'assurance important et qui peut gréver la capacité d'emprunt et augmenter le taux d'endettement pour le mener au-delà de 35%. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme d'aléa sur l'acceptation du crédit. Les banques ont du mal à prêter. L'usure est une cause, mais elle s'est quand même un peu normalisée, c'est-à-dire que depuis la mensualisation et depuis qu'on observe un écart quand même un peu plus important entre ce taux d'usure et la moyenne des taux de crédit, ça va un peu mieux. En revanche, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est le taux d'endettement, le fameux taux de charge 35% HCSF, qui est une norme depuis janvier 2022. Comme on a multiplié par 3 ou 3,5 les taux de crédit sur 18 mois glissants et que les prix de l'immobilier, eux, n'ont pas franchement dévissé, se sont un peu ajustés, mais c'est une toute petite touche sur la baisse des prix de l'immobilier. On se retrouve avec des dossiers plus endettés et on dépasse un peu plus souvent 35%. Les barrières sont donc un peu réglementaires. Et puis la plus grosse des barrières, on ne va pas se mentir, c'est que aussi longtemps que les banques ne regagneront pas un peu d'argent, ne reconstitueront pas leur marge sur le crédit immobilier, et aussi longtemps elles ne prêteront pas ou peu. C'est une évidence.
Vous aviez été visionnaire d'ailleurs sur ce qui allait se passer. Quand on s'était parlé en fin d'année dernière, peut-être au mois de novembre, Ludovic, vous aviez dit très clairement, alors c'était en plein débat sur le taux d'usure, hein, effectivement, il y avait une forme, les autorités en charge n'avaient pas encore bien accepté l'idée qu'il fallait sans doute peut-être ajuster ce taux d'usure un peu plus rapidement, etc. C'était à ce moment-là. Vous aviez dit, voilà, ça va être fait. Et vous verrez qu'autour de avril, je me souviens très bien, on parlera plus du taux d'usure. En tout cas, ce sera plus le sujet. Le sujet suivant, ce seront effectivement les limites réglementaires HCSF. Alors, le taux d'endettement, il y a également la durée des crédits, il y a également cette part aussi, cette poche de 20% trimestrielle que les banques peuvent allouer à des dossiers plus compliqués que d'autres, qui sortent un peu du cadre. Le HCSF discute la semaine prochaine, je crois, Ludovic. Oui. Normalement, de ces sujets. Le 13 juin, Ouais. pour savoir si le HCSF donne quelques poches, ou en tout cas un peu de respiration à un marché du crédit immobilier qui est asphyxié aujourd'hui. Quelle serait une bonne manière de faire ? La bonne manière de faire, c'est probablement de donner un peu plus de flexibilité aux banques et de laisser les banques et les banquiers faire leur métier. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces recommandations puis ces normes avaient été édictées dans une toute autre période. Oui. C'était une période pendant laquelle le crédit était en surchauffe, où l'argent avait des taux d'intérêt qui étaient fixés au plus bas, en moyenne à 1%, où ça soutenait artificiellement les prix de l'immobilier et ça les faisait même augmenter. On produisait à l'époque beaucoup de crédits, probablement un peu trop. Aujourd'hui, la situation, elle est complètement inverse. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des normes restrictives d'accès au crédit un peu compliquées, dans un contexte de taux qui ont fortement augmenté. Et ces normes, elles n'ont pas bougé. Donc il faudrait probablement les assouplir. Ça me paraît utopique d'imaginer que le HCSF revienne sur le 35%, parce qu'il y a eu trop d'éducation, de pédagogie, 2 années pendant lesquelles on a recommandé, puis après c'est passé en normes, en expliquant qu'au-dessus ça allait surendetter les Français. Donc dans une période où on est en pleine inflation, où les profils les plus fragiles sont les primo-accédants, ça me paraît compliqué d'imaginer que le HCSF va déroger à ce taux d'endettement. En revanche, regarder un peu plus sérieusement le reste à vivre, ou donner un peu plus de flexibilité, une poche de dérogation au-delà de ces 35%, pour des dossiers destinés à financer de l'investissement locatif, ou pour des dossiers qui sont au-delà de 35% mais avec un reste à vivre confortable. C'est quelque chose, à mon avis, qui peut être annoncé à l'issue de ce HCSF du 13 juin. Et ça peut aider. Enfin, je veux dire, il y a une part de dossiers significatifs qui se retrouvent dans ce cas-là et qui pourraient être débloqués justement avec ce bouger des règles. Oui, parce que les freins, je vous dis, sont un peu partout. Ils sont réglementaires et aussi de taux de marge pour les banques. Mais en tout cas, il y a des freins réglementaires, et si on peut un peu les abaisser, ce sera une bonne chose. Néanmoins, en accompagnement de la production de crédit d'avril que vous évoquiez en introduction, il y a un petit mot de la Banque de France qui explique que tout va bien, que la situation est normale. Je crains que ce soit un présage ou un prémisse à cette réunion, et qu'il n'en sorte pas grand-chose. Je n'en attends pas grand-chose, en tout cas, peut-être un peu de flexibilité sur ce taux de dérogation de 20% qui serait peut-être un peu augmenté, ou l'abolition ou la suspension de ces sous-catégories d'emprunteurs auxquels on peut prêter. C'est peut-être c'est par la voie de l'exception, je pense, qu'on abaissera un peu ces barrières réglementaires. Mais le principe du 35%, pour moi, sera maintenu à l'issue de cette réunion du HCSF. Il y a un point clé, vous l'avez dit d'un mot, Ludovic, mais c'est que les prix n'ont pas baissé. C'est quand même la pièce manquante dans le puzzle. Je vois crise immobilière, crise du logement, tous les jours ça fait des gros titres. Les prix n'ont pas baissé. Il y a quand même une résistance des vendeurs. Je ne sais pas quelle est la plus-value moyenne d'un propriétaire immobilier sur 10, 15, 20 ans en France, mais je veux dire, sur 20 ans, les prix ont fait x2, x3, souvent. Ludovic, je ne sais pas, un propriétaire, il est souvent propriétaire de son logement depuis plusieurs années. Alors oui, il y a ceux qui ont acheté depuis 2, 3 ans, 4 ans. Sans doute que c'est une part du marché, mais le propriétaire moyen en France, il est quand même propriétaire de son logement depuis quelques années maintenant. Hein. C'est vrai, mais vous avez raison, les prix résistent pour deux grandes raisons.
La première raison, c'est que quand on a emprunté assez récemment à des prix un peu hauts, on a emprunté à 1%, on n'a pas forcément envie de se départir de son crédit à 1% pour réemprunter à des prix du mètre carré qui seront à peu près équivalents ça, je suis à 3,5. C'est un peu compliqué de l'imaginer. Ensuite, ce qui fait aussi que les prix tiennent aussi bien, notamment dans le marché de l'ancien, c'est 3 raisons. La première, c'est que l'offre locative, elle est faible, très faible. On a plutôt retiré des biens à la location qu'on en a ajouté. La construction est au point mort, pour être sympa. Oui. Mais c'est vraiment très, quand on parle en de retrait. crise, les promoteurs sont les premiers. On ne construit pas ou plus, et même pour les permis de construire qui sont distribués, les mises en chantier ne suivent pas toujours. Et il y a cette barrière de l'accès au crédit. Donc tout est fait, entre guillemets, et évidemment, rien de tout cela n'est volontaire, mais tout est fait pour que... ça crée un verrou, quoi. Voilà, ça crée un verrou. Les prix au mètre carré s'ajustent un peu à la baisse, mais on a perdu à peu près 20% de capacité d'emprunt entre le début de l'augmentation des taux et maintenant. Et force est de constater qu'on n'a pas corrigé de 20% sur les prix de l'immobilier en France, et vraiment moins sur les zones tendues où on est de l'ordre d'une correction de 3-4%. Et la baisse du pouvoir d'achat immobilier, je crois que c'est Agnès Benassikeri qui a commencé à poster là, qui a ouvert un billet de blog, vice-gouverneur de la Banque de France aujourd'hui, sur l'immobilier, sur le crédit à l'habitat. La baisse du pouvoir d'achat immobilier commence en France avant la remontée des taux. C'est-à-dire que c'est à un moment, les prix quand même deviennent un vrai frein au pouvoir d'achat immobilier, malgré des taux qui étaient des taux historiquement bas encore à l'époque. Ça a probablement soutenu artificiellement cette hausse. Et aujourd'hui, pour une conjoncture de facteurs de l'immobilier locatif, du neuf et d'une hausse des taux de crédit et de l'inflation, ça a du mal à s'ajuster, et c'est problématique. C'est même la pièce centrale du puzzle aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de difficultés réglementaires, et notamment de taux d'endettement vis-à-vis des ménages français. De manière presque plus structurelle, là, comment est-ce que vous avez regardé les annonces qui ont pu être faites, justement, donc concernant l'ajustement des dispositifs de soutien à l'immobilier? Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui retiennent votre attention ? Il y en a 2 qui concernaient d'un peu plus près les primo-accédants et le crédit immobilier. C'est la poursuite de la mensualisation du taux d'usure, c'est-à-dire qu'il continuera d'être publié jusqu'à la fin de l'année de façon mensuelle, et c'est plutôt une bonne chose. Ça permet non pas de libérer du volume de crédit négocié, mais plutôt de donner un peu de fluidité au marché. Ça évite ce point de blocage qu'on a eu là pendant plusieurs mois. Ça évite d'être dans une stratégie en tout cas quelque chose de subi dans les banques, de stop and go pendant un mois et demi, d'avoir tout un tas de dossiers bloqués, et puis après, effet bouchon de champagne, ça repart quand le nouveau taux d'usure est publié. Donc ça, c'est plutôt une bonne mesure. La prorogation du PTZ jusqu'en 2027, ça donne un peu de visibilité. Mais en même temps, il n'est pas très inclusif. Réduit, oui. Il est même plutôt réduit, c'est-à-dire qu'on le prolonge, mais on a envie d'un peu sa substance, puisque aujourd'hui, les futurs emprunteurs ou acquéreurs d'un bien neuf en construction de maisons individuelles, ne pourront plus accéder au PTZ. Ce sera exclusivement réservé à l'habitat collectif, aux appartements donc. Merci beaucoup Ludovic d'être venu nous voir pour cet état des lieux, donc entre la publication des derniers chiffres de la Banque de France et la réunion la semaine prochaine du Haut Conseil pour la stabilité financière. Ludovic Usieux, le cofondateur d'Artémis Courtage, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons demain évidemment à 12h30 en direct sur Bismart.